Savez-vous qu'un crime contre l'humanité a eu lieu dans l'océan Indien? Savez-vous qu'un nettoyage ethnique a eu lieu dans cette zone géographique? C'est ce que nous allons découvrir avec Olivier Bancoul, président du groupe Réfugiés Chagos. Bonjour à vous, bienvenue à l'Université numérique de La Réunion. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Olivier Bancoul, qui est le président du groupe Réfugiés Chagos. Bonjour Olivier Bancoul. Bonjour Salim. Alors, vous êtes, comme je viens de le dire, le président de cette organisation. Vous êtes vous-même un réfugié chagossien, puisque vous avez été expulsé de votre terre natale à l'âge de 4 ans. Rappelons quelques faits. Depuis plus d'un demi-siècle, le peuple chagossien mène une lutte contre l'arbitraire colonial. En 65, les Chagos, sous souveraineté britannique depuis 1810, sont séparés de l'île Maurice. En raison de sa position stratégique, les États-Unis décident d'installer en 1966 une base militaire dans l'île de Diego Garcia. Et pour cela, en accord avec le gouvernement britannique, tous les Chagossiens, sans exception, qui vivaient sur ces terres depuis le XVIIIe siècle, sont arbitrairement déportés vers l'île Maurice et vers les Seychelles. Il s'agit purement et simplement d'un nettoyage ethnique selon la définition donnée par les Nations Unies. Malgré les différentes résolutions de l'ONU, malgré la décision historique de la Cour internationale de la Haye de 2019, le Royaume-Uni refuse de respecter la légalité et de permettre le retour du peuple chagossien sur sa terre natale. Donc nous allons parler de cette histoire avec vous, Olivier Bancoul, de ce crime. Première question pour vous, où se situent les Chagos et à quand remonte son peuplement? Les Chagos se situent au cœur de l'océan Indien, un peu sous Maldives et dans la direction de l'Asie et les autres pays. Les Chagos se constituent de 65 îles avec l'île principale Diego Garcia. Et il y avait les autres îles, comme moi-même, je suis né à Perros Banhos, qui est un archipel de 32 îles. Il y a aussi Salomon. Mon père est né sur une île qui s'appelle Trois Frères. Et mes autres grands-parents sont nés dans des îles comme Six îles et les autres. Ben, la vie pour nous était vraiment très beau et harmonieux parce que nous vivons dans la paix et dans l'harmonie. Nous avons notre propre culture, nous avons notre tradition et le travail principal c'était dans l'industrie de copra. Et tout le monde avait du travail, tout le monde avait leur maison et nous vivons comme une seule famille. Et jusqu'à que les grandes puissances décident de nous expulser de notre terre pour faire la place à la base militaire américaine. Mais, valeur du jour, nous savons que nos droits existent en tant qu'un peuple, basant sur le fait que la loi universelle des droits de l'homme dit clairement que nul ne peut empêcher d'entrer dans son propre pays. Nous nous basons sur cette définition pour dire que nous avons le droit. Nous avons le droit à l'appartenance de là où on a vécu pendant des années. Et c'est pour cette raison que nous tenons à cœur ces droits fondamentaux, cette unité humaine qui concerne nos frères et sœurs chagossiens, qui a été expulsé d'une façon vraiment très honteuse de la part des pays, des grandes puissances comme l'Angleterre et les Américains, qui se prétendent comme les champions des droits de l'homme. Le monde a le droit de savoir comment ils l'ont fait avec nous. Parce que si vous voyez d'autres places où ils ont fait ça, les gens ont été traités d'une autre façon, d'une autre manière, comparé aux Chagossiens. C'est pour cette raison qu'on dit, c'est du racisme. Parce que si on compare les habitants de l'île Malouine à ceux de l'archipel Chagos, c'est vraiment totalement différent. Le traitement est totalement différent parce que ces gens-là ont eu tout. On a été vraiment très bien traités avec toutes leurs budgets à leur disposition, mais malheureusement, pour les Chagos, rien n'a été fait.
Et c'est pour cette raison. Ne savons pas aussi que toute cette décision a été faite sans même consulter ce peuple. C'est quelque chose qui est vraiment très condamnable. Et c'est pour cette raison qu'on dit que c'est plus qu'un génocide. Vous ne pouvez pas d'un moment à l'autre retirer un peuple sur son sol, là où il a vécu, pour installer un instrument de guerre. Parce que nous, on n'a jamais cautionné la guerre. Parce que nous vivons en paix et en harmonie. On veut que tous nos frères et sœurs de ce monde où nous vivons vivent exactement comme nous, sans problème. Mais malheureusement, les grandes puissances ont décidé autrement. Alors effectivement, en 1965, alors que l'île Maurice se trouve en pleine négociation avec la puissance occupante britannique pour accéder à l'indépendance, Londres décide justement, comme vous le dites, de conserver les Chagos pour permettre l'installation d'une base militaire des États-Unis à Diego Garcia. Alors vous-même, vous êtes un réfugié chagossien. À quelle date et dans quelles circonstances avez-vous été expulsé de votre île? Quand vous parlez en 1965, Salim, c'est vraiment cette année que tout a commencé. Avec premièrement cet accord entre les Anglais et les Américains, parce que les Anglais, avec le fusée Polaris, que les Anglais s'intéressent, ils sont allés auprès des Américains pour leur dire, ben, écoute, est-ce que nous pouvons avoir une réduction chez le fusée Polaris? Et en même temps, sachant que vous cherchez une place dans l'océan Indien pour contrecarrer les Soviétiques, on va vous donner. Mais laisse-moi vous dire, ce n'était pas Diego Garcia. C'était une île qui s'appelle Aldabra. Quand les experts américains et britanniques sont partis chez Aldabra, ils ont vu une population de tortues géants qui vivaient sur l'île. Ils ont tout de suite dit, il ne faut pas déranger ces tortues. Est-ce que, il dit aux Anglais, les Américains disent aux Anglais, est-ce que vous avez une deuxième soie à nous proposer? Ils mis le cap vers Diego Garcia et ils ont vu que Diego Garcia se trouve dans le cœur de l'océan Indien. Avec comme principal la base stratégique, c'est une place vraiment idéale pour faire construire la base militaire. Et en même temps, laisse-moi vous dire que même si l'île Maurice était sous colonie britannique, Sagos était dépendance de l'île Maurice. Et en plus de ça, on a aussi cet aspect qui est vraiment important parce que, basant sur le Charte des Nations Unies, on ne peut pas démembrer un territoire avant son indépendance. Ce qui a été fait par les Anglais. Il y avait une discussion, une invitation de la part des politiciens mauriciens par le Premier ministre d'alors de la Grande-Bretagne, Harold Wilson, qui a invité les politiciens mauriciens de venir lui rencontrer et en même temps proposant, vous voulez l'indépendance? Je vous donne l'indépendance à condition que je détacherai Sagos avec l'île Maurice. Soit vous acceptez, soit vous partez comme ça. Voyez, c'est quelque chose que nous condamnons. Parce que nous, en tant que peuple, on n'a jamais été consultés. Tout a été fait chez la tête des gens sans même le faire savoir. Et c'est pour cette raison que nous disons que c'est vraiment inacceptable. Il n'y a pas seulement la violation de la Charte des Nations Unies, mais on a aussi cette violation des droits humains. Si vous prenez l'Angleterre et les États-Unis, qui font partie de la Nations Unies, bon, écoute, ils sont tous acceptés d'aller de l'avant avec la loi universelle des droits de l'homme qui dit clairement, parmi je cite l'article 9 qui dit « Nul ne peut entrer dans son propre pays ». Et je me pose la question, si vous adhérez à un club ou à une organisation, tout d'abord, il vous faut absolument, d'accord avec tous les règlements, les rôles et régulations. Mais malheureusement, dans les cas des Sagossiens, ils n'ont pas pu faire ça, ils ont plutôt violé ce droit. Et c'est pour cette raison que nous nous intéressons, parce que moi-même, j'étais forcé de quitter mon île en 1968. La raison pourquoi? Parce que j'ai ma petite sœur qui a eu le pied fracturé avec la routine s'arrête. Quand maman est allée au dispensaire à Perros-Banos pour avoir le soin de ma petite sœur Noélie, l'infirmière conseillait à maman, c'est préférable de bouger vers Maurice. Pourquoi Maurice?
Parce qu'il y avait cette lien entre l'île Maurice et les Sagos. Parce que tous les ravitaillements, toutes les provisions venaient de l'île Maurice pour approvisionner les Sagos. Et on était obligé de partir vers Maurice pour avoir le meilleur soin. Quand maman est retournée à la maison, en consultation avec mon papa, ils sont décidés de donner la priorité à la santé, au traitement de ma petite sœur. Et laissant derrière tous nos effets personnels. Mais avec l'esprit pour retourner. Je me rappelle que la clé était dans la poche de mon père. Et en arrivant à Maurice, ma petite sœur était admise à l'hôpital. Malheureusement, 3 mois après, ma petite sœur est morte. Et quand maman et papa ont décidé de retourner, c'est là qu'on a appris que ce sera impossible pour nous de retourner parce que l'île a été donnée aux Américains pour construire une base militaire. Et laisse-moi te dire, Salim, que là où actuellement il y a la base militaire, c'est seulement un tiers de Diego Garcia qui est occupé par la base militaire. 2 tiers restent inoccupés. Et ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que Valère Duzot, on a des gens qui vivent chez Diego Garcia. On a des gens qui travaillent chez Diego Garcia. On a des étrangers comme des Philippinos, des Singapouriens, des Sri Lankais, des Anglais, des Américains, des Mauriciens, sauf aucun Sagossien. C'est comme si un non-respect à notre droit fondamental. Pour moi, c'est une discrimination. Je vais faire état de moi-même. Je vis chez le journal un avis qui cherchait des gens pour travailler ici à Diego. Je me suis postulé, essayé de me faire enregistrer, faire l'application. Mais après, j'ai compris que la raison pourquoi je n'ai jamais été sélectionné, c'est à cause de mon lieu de naissance. Parce que vous étiez chagossien. Parce que je suis sagossien. Quand j'ai commencé les actions légales contre le gouvernement britannique, à ce moment-là, on a rencontré quelqu'un qui agissait comme un agent recruteur pour la base à Diego Garcia. J'ai essayé d'avoir contact avec le monsieur. Il m'a dit qu'il a eu les instructions de ne pas employer les sagossiens. Attention qu'à la fin du contrat, ils ne veulent pas retourner chez eux. Tu vois, c'est quelque chose encore discriminatoire envers les sagossiens. Et c'est pour cette raison. Et tout ça a commencé. Nous, on a été expulsés, je dirais, en 1968. Nos frères et sœurs, nos familles qui étaient sur Sagos, toutes les communications ont été coupées. On n'a même pas le droit d'avoir communication avec les autres pour ne sachant pas quoi qui se passe là-bas. Je te donne l'exemple que mon grand-père est mort en 1969. Ce n'est qu'en 1973, quand ma tante venait à Maurice, qu'on a appris que mon grand-père est décédé. C'est vraiment, c'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide. Parce que tu penses que les derniers déplacés, déportés des Sagos, a eu beaucoup de difficultés parce que le moment, en 1965, après cette rencontre à la Lancaster House, en septembre, même pas 2 mois, le 8 novembre 1965, la Grande-Bretagne décrète Sagos comme territoire d'outre-mer britannique de l'océan Indien. Mais prenant en aucune considération ces peuples qui vivaient pendant plus que 5 générations. Voilà comment ils l'ont fait. C'est vraiment inacceptable, c'est vraiment regrettable. Ils ont procédé à ce qu'on pourrait dire un nettoyage ethnique. Alors je rappelle la définition donnée par les Nations Unies. Un nettoyage ethnique, c'est une politique délibérée conçue par un groupe ethnique ou religieux visant à faire disparaître par le recours à la violence et à la terreur des populations civiles appartenant à une communauté ethnique ou religieuse distincte de certaines zones géographiques. C'est ce qui s'est passé au Chagos. Absolument, absolument. Dès qu'on a commencé nos actions légales contre les États-Unis, la Grande-Bretagne, excusez, c'est à ce moment-là qu'on a découvert tous les dossiers qui ont été classés et ont été déclassifiés. Parmi ces dossiers déclassifiés, laisse-moi citer quelques-uns, où ils ont créé friction pour dire qu'il n'y avait pas une population permanente. C'était une population contractuelle. Et c'était des hommes
du vendredi et du Tarzan. C'est comme ça ils nous traitaient, ils nous considèrent. Tu vois? C'est quelque chose, c'est vraiment, c'est comme si quelque chose ethnique comparé à d'autres gens, d'autres peuples, qui a été déplacé, mais que leur traitement était vraiment tout à fait différent envers les Sagossiens. C'est une expression claire de racisme. Absolument, absolument du racisme. De Tarzan et de vendredi, absolument, de vendredi. Absolument. Et tout ça, ils ne savaient pas si un jour, il y aura quelqu'un parmi la communauté sagossienne, en la personne d'Olivier Bancoul, pour commencer à toute action, c'est que je demandais. Je me basais sur la loi universelle des droits de l'homme. En plus, je voudrais voir qui m'empêche de retourner chez moi. Je suis tombé sur l'ordonnance 1971 britannique qui dit que nul ne peut partir là-bas, même ceux qui sont nés, à l'exception des soldats américains et des Anglais, des soldats britanniques. En violation du droit international. Absolument. En violation du droit international. Moi, je me suis basé là-dessus, comme si pour faire appel à la Haute Cour de Londres. Et les juges ont considéré que les arguments mis en place par mes hommes de loi étaient vraiment très argumentés. Et c'est pour cette raison qu'ils ont donné 5 jours de plaidoirie. Bon, alors, nous, on est venu avec toutes les évidences, des preuves pour montrer que nous avons vécu pendant plus que 5 générations. Je prendrai mon cas. Je suis né à Perros-Banos. Ma mère est née à Perros-Banos. Mon père est né à Trois-Frères. Mon grand-père est né à Sicile. Ma grand-mère est née à Perros-Banos. Mon grand-père paternel est né à Salomon. C'est toute une génération qui sont nés aux Sagos. Comment pourrons-nous dire qu'on était des travailleurs contractuels? Moi, j'avais 4 ans. Est-ce qu'ils ont fait un contrat avec un enfant à 4 ans à cette époque? Mon grand-père avait 70 ans. Est-ce qu'il avait fait un contrat avec mon grand-père à 70 ans? On a tous ces arguments. Et en même temps, on a eu la chance de partir. Avec l'aide des maisons de loi, on a demandé le droit de partir aux Sagos. C'était 32 ans après que je mis les pieds là où je suis né. En arrivant là-bas, on a vu que les cimetières où sont enterrés nos parents ont été laissés dans un état à l'abandon. On a essayé de chercher où ça, mais même les 2 qui étaient plus aînés que moi n'ont pas pu me montrer. Et je me dis avec l'assistance des autres qui étaient là, c'est pas possible. Vous dites qu'il faut promouvoir la culture. En ce qui concerne la culture sagossienne, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Vous voulez détruire notre culture? Parce que c'est important de faire promouvoir. Mais c'est l'occasion de faire respecter ces gens qui sont enterrés dans les cimetières à Diego Garcia, Perros-Banos et Salomon. Et c'est là que tout a commencé pour moi. Et en même temps, laisse-moi partager ça avec toi. Un jour, je suis marié en 1964. Vers 1994-93, mon fils était en 4e en primaire. Il est venu avec son atlas pour me dire, papa, me montrant le map de l'île Maurice, pour me dire, papa, dans quel district tu es né? Je lui ai dit, non, je ne suis pas né à Maurice. Il dit, comment ça, papa? Pour lui, Plaine William, Flac, où ça tu es né? Il dit, je ne suis pas né ici, je suis né à Perros-Banos. Où se trouve Perros-Banos? C'est ça le cri du cœur. Parce que mon fils voulait, il me dit, on est déjà parti à La Réunion, on est parti au Cézanne, mais il faut qu'un jour, tu nous emmènes à Perros-Banos. Je tourne la page pour lui montrer là où est Pointillé, le petit point de l'archipel Sagos, et je dis, je suis né là. Il dit, il insiste avec moi. Pour dire, papa, un jour, il faut que tu nous emmènes là où tu es né. C'est ça qui m'a intéressé, vous voyez. J'ai quand même une responsabilité envers, pas seulement mon fils, mais envers tous les enfants sagossiens qui n'ont pas pu naître aux Sagos, qui entendent toujours parler des Sagos sans même avoir vécu là-bas. Alors justement, Olivier Bancoul, depuis près d'un demi-siècle, le peuple chagossien mène une lutte pour faire valoir son droit à vivre sur sa terre natale. Quelles sont les différentes étapes de ce combat? Quels sont les différents moments de cette lutte? Ben écoutez, nous avons plusieurs étapes. Premièrement, après la déportation,
on a eu cette action menée par les femmes sagosiennes. Pourquoi les femmes sagosiennes? Parce que le moment où on a été forcé de quitter les Sagos pour venir à Maurice, l'île Maurice passait par des moments difficiles. Il y avait beaucoup de gens qui quittaient l'île Maurice pour partir dans l'Europe et dans d'autres pays pour avoir un avenir meilleur. Et pour nous, à ce moment-là, c'était vraiment difficile parce que même Maurice faisait face à un grand taux de chômage. Et c'était vraiment compliqué pour nous. Le type de travail qu'on faisait au Sagos n'existait pas à Maurice. Comme je vous avais dit, il y avait la plantation de copra. Tout le monde travaillait dans l'industrie de copra. On ne trouve pas ça à Maurice. Il nous faut absolument trouver d'autres travail. Et notre faiblesse à nous, la plupart des Sagosiens n'ont pas un niveau d'éducation, ils n'ont pas de qualification. Parce que l'éducation même, elle a été introduite dans les années 60. Moi-même, je n'ai pas eu l'occasion, parce que j'ai quitté à 4 ans, j'ai eu cette opportunité d'apprendre à l'île Maurice. Et aujourd'hui, je suis fier d'être le porte-parole des Sagosiens. Les femmes sagosiennes ont pris le devant pour dire que au Sagos, quand on vivait, on avait tout. On avait notre maison, on avait notre travail. Après le travail, on est entouré de la mer, on va pêcher. On n'a jamais laissé nos enfants mères de faim. On ne peut pas accepter cette position. Ce que nous disons, nous voulons retourner au Sagos. Le terme de la rénonciation, c'était Ranu Diego. Rendez-nous Diego. Avec ces arguments, ils ont même allé de l'avant pour dire, écoutez, même si nous avons commis aucune offense, mettez-nous en prison. Comme ça, on est sûr qu'on aura quelque chose à manger pour nos enfants. Ce sont ça. Et moi, je salue le courage des femmes sagosiennes. Sans eux, la lutte n'aura jamais commencé. Et c'est à partir de là qu'il y a eu des grèves de la faim, il y a eu des manifestations. Avec l'argument principal, nous voulons retourner. On ne peut pas intégrer dans la société mauricienne. Parce que même l'île Maurice connaissait des moments difficiles. Comment pour nous qui étaient comme si avait une vie harmonieuse au Sagos, vient dans un endroit où on fait face à des difficultés. Tous ces arguments ont commencé jusqu'au moment où on a eu des négociations. Mais les Anglais ont insisté que nous étions des travailleurs et il n'a aucune responsabilité envers nous. Et c'était le contraire, avec tous les arguments. Et c'est en 1997, comme je vous ai mentionné, j'ai pris de l'avant pour aller chercher comme si la vie légale sur cette ordonnance 1971, avec tous ces arguments. J'ai oublié de vous dire, dans ma première visite, j'ai eu l'occasion de voir les gens qui, depuis quelle année, sont décédés et enterrés au Sagos. Avec tous ces arguments solides, on a présenté devant la haute cour de Londres. Et on avait quelqu'un qui représentait Nelson Mandela dans le passé. C'est Sir Sidney Kentridge. On peut le voir sur la biographie de Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom, où il mentionne son nom. Lui, l'avocat, a été vraiment très fort avec les arguments très solides pour dire que ce sont des gens permanents qui vivaient chez les Sagos. Les Anglais ne peuvent pas dire que ce sont des travailleurs contractuels. Avec ces arguments, le 3 novembre 2000, la Haute Cour de Londres a rendu un jugement en notre faveur pour dire que ce qui a été fait envers les Sagosiens, c'était inacceptable. Et la Cour a décidé, dit que, dans la conclusion, nous sommes des appartenants. We are belongers, qui est le mot le plus fort. C'est à ce moment-là que le gouvernement britannique n'a pas fait appel. Il a dit, écoute, on va de l'avant, on va voir si on peut faire une étude de faisabilité pour voir si c'est praticable de laisser les gens retourner au Sagos. Ils ont pris 2 ans pour faire ça. Quand ils sont venus 2 ans après, ils ont dit, voilà, la conclusion de leur enquête, parce qu'ils ont choisi un groupe de consultants
qui sera dans leurs possibilités, les arguments mettent sur place pour dire que ce sera impossible de laisser les gens vivre chez Sagos parce que l'île sera submergée sous la mer. C'est vraiment un argument fallacieux. Oui. Deuxième argument, il dit que c'est pas possible, il y aura un manquement de l'eau. Parce que les îles, c'est loin. Et nous avons un expert en relogement qui ont répondu aux deux arguments mettre de l'avant par les Anglais. On l'a répondu pour dire, écoute, c'est vraiment ridicule de dire que l'île sera submergée sous la mer. Quand les Américains ont dépensé des millions pour construire la base militaire à Diego Garcia, comment vous pensez? Deuxième argument concernant manque de l'eau, l'expert a dit que pendant plus que 5 générations, ils ont bu de l'eau souterraine et ils sont entourés de la mer. En plus, on a pu vérifier que la troisième île le plus humide du monde, c'était Bodam Salomon. Mais comment pouvons, et avec ces arguments, les Anglais étaient vraiment déconcertés, je dirais, et en même temps, ils viennent de l'avant pour créer une autre loi prérogative de Sa Majesté pour bannir et retourner la loi communauté. Mais on n'a jamais baissé les bras, on est allé de l'avant. Jusqu'en 2010, ils sont venus avec l'argument pour dire, ok, on ne va pas laisser personne, on va la protéger, on va déclarer comme le plus grand parc marin du monde. Avec ces arguments, nous, on est venus de l'avant pour dire, écoute, nous, on n'est pas contre votre idée, mais tout projet de parc marin doit faire avec l'implication des gens locaux. Est-ce que nous serons partie prenante? Il dit non. Nous, on n'a jamais accepté, on dit non, on ne veut pas accepter, on est allé de l'avant de la cour. Pour dire que vous avez un projet, devant les yeux du monde entier, il voyait que c'est quelque chose de très important pour la protection de l'environnement. D'ailleurs, on n'est pas contre la protection de l'environnement. Comme on dit, tu vis et laisse-nous vivre. Parce que là où il y a le parc marin, il y a l'implication des gens. Mais sauf pour nous, ce n'est pas le cas. Mais c'est inacceptable. Même Wikileaks a révélé que c'est une prétexte de la part des autorités britanniques pour empêcher les Sagosiens de retourner chez eux. Jusqu'à le moment, il vient encore avec une deuxième étude de faisabilité en 2014, qui a été publiée en janvier 2015. Le rapport du KPMG était clair et net pour dire que, après avoir contacté toutes les personnes concernées pour ces problèmes, les départements d'État américains, le département, Foreign Commonwealth Office, les Sagosiens, un peu partout, KPMG sont venus avec la conclusion pour dire qu'il n'y a aucune barrière légale qui empêche les Sagosiens de retourner. Et en même temps, ils mentionnent qu'il y a la possibilité, toutes les possibilités existantes à Diego Garcia pour commencer à Peros Banos, Salomon et même à Diego Garcia. Voyant que cet rapport était vraiment contre eux, pour les Sagosiens, ils l'ont mis dans la poubelle et ils sont venus avec une proposition financière de 40 millions de livres sterling pour donner aux Sagosiens le but d'acheter notre conscience à nous. Mais nous, on n'a jamais accepté. On dit on ne peut pas accepter ça parce que tu ne peux pas m'empêcher d'entrer chez moi. En même temps, tu ne peux pas essayer d'acheter ma conscience pour dire que c'est préférable de vivre à Maurice ou à l'Angleterre. Non. Et là, on est allé de l'avant. Et c'est là qu'on est entré dans les actions avec l'île Maurice. OK? Pour dire dans un premier temps, l'île Maurice réclamait sa souveraineté sur les Sagos, et nous réclamons notre droit en tant que peuple de vivre sur notre terre. Et c'est pour ça l'affaire a été envoyée dans l'Assemblée générale des Nations unies. À l'Assemblée générale des Nations unies, dans un premier temps, les Anglais ont accepté de négocier avec Maurice. Mais après 6 mois, ça n'a pas marché. Et l'affaire a été retournée à l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est là qu'il y a eu un vote. Le premier vote qu'il y a eu, c'était 94 en faveur de l'île Maurice et 15 pour l'Angleterre. Et avec cette vote, l'Assemblée générale des Nations unies a référé l'affaire devant la Cour internationale de justice. Et après, c'est le 25 février 2019,
l'avis consultatif a été donné par l'ensemble des juges, 14 juges de la Cour internationale de justice, qui a dit clairement c'est inacceptable, c'est vraiment inacceptable le fait que la Grande-Bretagne occupe illégalement les Sagos et que les Sagos doivent tomber sous la souveraineté de l'île Maurice et que les Sagosiens doivent avoir le droit de vivre. Avec ça, il y a aussi le 22 mai, une résolution qui a été votée. Au lieu que l'Angleterre progresse, mais malheureusement il régresse, et au lieu de 15, il y a eu 6 seulement qui ont soutenu l'Angleterre par la résolution passée par le Premier ministre, Pravin Jagnat, qui a dit que on demande l'arrêt immédiat de l'occupation illégale de Britanniques sur les Sagos. Et on veut que les Sagosiens ont le droit de pouvoir s'installer sur les îles. Ils n'ont pas accepté ça. Ils continuent d'occuper illégalement. Mais nous, on a continué à faire véhiculer les informations, à sensibiliser les gens, ici même à La Réunion, pour passer les messages partout. Et c'est là que, d'un moment à l'autre, depuis l'année dernière, je dirais 3 novembre l'année dernière, ils ont demandé l'ouverture d'une négociation entre les autorités mauriciennes et britanniques. Ça a commencé en même temps pour trouver des solutions en ce qui s'agit de tout problème qui n'ont pas pu régler, y compris les problèmes des ex-habitants des Sagos. Mais voilà où nous sommes. Nous continuons sur ce trajet. Je peux vous dire tout à l'heure les actions à venir. C'est sur ces propos d'Olivier Bancoul que s'achève cette première partie. À très vite pour la suite.